Prisonnier politique du 12 octobre 2025. Imaginez. Vous êtes derrière les barreaux. Vous n'avez pas tué. Vous n'avez pas volé. Votre seul crime, c'est d'avoir voté. Des mois ont passé. Votre compagnon de cellule vient de mourir. Et ceux qui avaient promis de se battre pour vous, ont disparu. Pas un communiqué. Pas un appel téléphonique. Pas même un mot de condoléance. Pendant ce temps, le président élu que vous avez contribué à hisser au sommet, est confortablement installé en Gambie. Et l'avocate qui se présentait comme votre porte-voix, voyage à travers le monde. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est un cri. Un cri sorti des murs de la prison de Ngoma. Un cri signé Abdelaziz Moussa, au nom de tous ceux qu'on appelle désormais les otages politiques du 12 octobre 2025. Restez jusqu'à la fin. Parce que cette histoire parle de trahison, d'abandon, et d'une question que le Cameroun tout entier doit se poser. Partie 1. Contexte et faits. Pour comprendre la profondeur de ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter au 12 octobre 2025. Ce jour-là, le Cameroun organise une élection présidentielle. Comme à chaque scrutin depuis des décennies, les tensions sont palpables. L'opposition crie à la fraude. La rue gronde. Des jeunes descendent manifester leur mécontentement. Et puis vient la répression. Des dizaines de jeunes sont arrêtés dans le sillage de cette élection. Selon leurs propres mots, ils ont été arbitrairement appréhendés pour permettre, selon eux, à Paul Biya de conserver le pouvoir malgré une cuisante défaite dans les urnes. Ce sont leurs mots. Ce sont leurs allégations. Et ces allégations méritent d'être entendues, analysées, et surtout, prises au sérieux. Ces personnes incarcérées se désignent elles-mêmes sous un terme fort, les otages politiques du 12 octobre 2025. Ce mot « otage » n'est pas choisi par hasard. Un otage, c'est quelqu'un qu'on retient non pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'on veut obtenir. Un otage, c'est un instrument de pression. Et en se qualifiant d'otage, ces prisonniers envoient un message clair, leur détention ne serait pas judiciaire. Elle serait politique. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de la question de leur arrestation, il y a la question de leur suivi. Quand on est derrière les barreaux pour des raisons politiques, la défense juridique devient une bouée de sauvetage. Et c'est précisément cette bouée que ces détenus affirment avoir perdue. Au moment de leur arrestation, une mobilisation s'était organisée. Des avocats s'étaient regroupés. Des figures publiques avaient pris la parole. Des organisations de défense des droits humains avaient promis leur soutien. Le bruit médiatique était fort. Les promesses, nombreuses. Mais les mois ont passé. Et le bruit s'est éteint. Il faut aussi comprendre le contexte humain de ces prisons camerounaises. La prison centrale de Kondangui à Yaoundé, ou encore la prison de Ngoma, ce ne sont pas des établissements où l'on séjourne dans le confort. Ce sont des lieux de promiscuité extrême, de manque de soins, de conditions sanitaires précaires. Dans ces conditions, chaque jour sans défenseur est un jour de trop. Et puis, le 6 juin 2026 est arrivé. Partie 2. Le conflit. Souleymane Tobi. Ce nom, retenez-le. Le samedi 6 juin 2026, cet homme décède à la prison centrale de Kondangui à Yaoundé. Il faisait partie des personnes détenues dans le cadre du contexte post-électoral. Il était l'un de ces visages que personne ne voyait. L'un de ces noms que personne ne prononçait. Sa mort, selon la déclaration transmise par l'activiste Paul Chouta, n'a donné lieu à aucun communiqué de la part du collectif d'avocats Maître Ngefak. Aucune réaction publique. Aucun mot officiel. Un homme est mort en prison. Et ceux qui avaient promis de le défendre n'ont même pas daigné dire « Nous sommes là ». C'est ce silence qui a déclenché la déclaration que nous allons analyser aujourd'hui. Mais pour bien saisir l'ampleur du conflit, il faut nommer les acteurs mis en cause, un par un. Premier accusé, Issa Chiroma Bakary. Selon les prisonniers, il serait le président élu. Ce terme lui-même est lourd de sens. Pour l'opposition camerounaise, Issa Chiroma Bakary aurait remporté l'élection du 12 octobre 2025, mais se serait vu dépouillé de sa victoire. C'est la thèse de ses partisans. C'est pour cette thèse que des jeunes seraient aujourd'hui en prison. Or, que fait cet homme pendant que ses présumés soutiens croupissent derrière les barreaux? Selon la déclaration, il protège sa vie en Gambie. Lisez bien ce qu'il y a entre les lignes. Ces prisonniers ne disent pas qu'il est en déplacement diplomatique. Ils disent qu'il protège sa vie. Il y a dans cette formulation une amertume profonde.
comme si le sacrifice demandé aux uns n'était pas le même que celui consenti par les autres. Et ce contraste est dévastateur. Deuxième mise en cause, Maître Alice Nkom. Avocate de renommée internationale, militante des droits humains reconnue bien au-delà des frontières du Cameroun, elle avait été désignée comme porte-parole de la cause des prisonniers. Un rôle visible, symbolique, fort. Or, selon la déclaration, elle voyage à travers le monde. Là encore, la formulation est clinique. Elle ne dit pas qu'elle travaille pour leur cause à l'étranger. Elle dit simplement qu'elle voyage. Comme si le voyage lui-même était devenu une fin en soi, déconnecté du sort de ce qu'elle était censée représenter. Troisième acteur, le collectif Maître Ngefak. Ce collectif d'avocats s'était constitué, selon les prisonniers eux-mêmes, bruyamment. Le mot est fort. Bruyamment, c'est-à-dire avec éclat, avec médiatisation, avec promesse publique. Et aujourd'hui? Selon la déclaration, ce collectif capte les financements mis à disposition par des donateurs sans en faire bénéficier réellement les détenus. Plus grave encore, certains avocats de ce collectif adresseraient leurs honoraires à des détenus sans ressources, tout en déclarant publiquement sur les plateaux de télévision qu'ils défendent gratuitement. Si cette accusation est avérée, nous ne sommes plus dans le simple abandon. Nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Mais attendez. Il y a encore plus troublant. Quatrième cible, le FSNC et le REDAC. Ces organisations, présentées dans la déclaration comme des entités qui prétendent lutter pour les droits de l'homme, sont accusées d'être ce que les prisonniers appellent des organisations parasites. Des structures qui captent des fonds destinés à leur défense sans en redistribuer le bénéfice réel. Ce mot « parasite » est sans appel. Dans la biologie, un parasite se nourrit de son hôte sans lui apporter aucun bénéfice. Et selon ces détenus, c'est exactement ce qui se passerait avec leur cause. Partie 3, révélation et décryptage. Maintenant, entrons dans le cœur de l'analyse. Ce document, daté du 8 juin 2026 et signé Abdelaziz Moussa depuis la prison de Ngoma, n'est pas un simple coup de gueule. C'est une déclaration politique. C'est un acte de rupture. Et il soulève des questions fondamentales sur la manière dont fonctionne ou dysfonctionne la solidarité politique en Afrique centrale. Première révélation, l'existence d'un double collectif d'avocats. La déclaration distingue clairement deux groupes. D'un côté, le collectif Maître Ngefak, bruyant, médiatisé, accusé d'abandon et de captation de fonds. De l'autre, le collectif Maître Sylvain Swop, lié au MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto. Et voici ce qui est fascinant, selon les prisonniers eux-mêmes, c'est ce second collectif, celui du MRC, qui continue à assurer leur défense gratuitement. Sans honoraires. Sans publicité. Sans bruit. Ce contraste mérite d'être souligné. Dans un contexte où l'opposition camerounaise est fragmentée, divisée entre plusieurs figures et plusieurs partis, les prisonniers politiques eux-mêmes sont en train de décerner un satisfecit politique à Maurice Kamto et son mouvement. Involontairement ou non, cette déclaration est aussi un acte de positionnement politique. Deuxième révélation, la durée de l'abandon. Les prisonniers écrivent, « Nous avons longtemps masqué cette terrible réalité. » Cette phrase est essentielle. Elle nous dit que la situation dure depuis un moment. Que la décision de parler publiquement n'a pas été prise à la légère. Que ces hommes ont attendu, espéré, patienté, avant de décider de briser le silence. Ce silence forcé lui-même est révélateur. Dans quelle mesure certains acteurs comptaient-ils sur la discrétion des détenus pour maintenir une façade de solidarité? Et qu'est-ce qui a finalement tout fait basculer? La mort de Souleymane Tobi. Un homme qui meurt en prison, et personne dans le camp censé le défendre ne dit mot. C'est ce silence après la mort qui a été insupportable. C'est ce silence qui a brisé le pacte tacite du silence des vivants. Troisième révélation, la question des financements. Voilà le point le plus sensible de toute cette déclaration. Des bonnes volontés, des personnes privées, des membres de la diaspora, des sympathisants auraient mis de l'argent à disposition pour financer la défense juridique des prisonniers. Cet argent, selon les détenus, ne leur parviendrait pas correctement. Il serait capté en amont par des structures intermédiaires, les collectifs d'avocats et les organisations de défense des droits humains, sans que les bénéficiaires supposés en voient la couleur. Si cette accusation est fondée, nous sommes face à un détournement de solidarité. Un marché de la cause politique où la souffrance des détenus est devenue une ressource pour d'autres. Bien entendu,
nous ne disposons pas d'éléments permettant de confirmer ces accusations avec certitude. Elles restent des allégations portées par des personnes détenues, dans un contexte de grande détresse. Mais précisément parce qu'elles viennent de personnes en situation de grande vulnérabilité, ces accusations méritent une réponse publique, claire, documentée, de la part de tous les acteurs mis en cause. Quatrième révélation, le paradoxe de la figure du président élu. Dans la déclaration, Issa Chiroma Bakary est appelé systématiquement le président élu. Ce titre, répété, est à la fois une marque de respect et un couteau dans la plaie. Car en l'appelant ainsi, les prisonniers rappellent constamment pourquoi ils sont en prison. Ils sont là en son nom. Ils ont payé le prix de sa prétendue victoire. Et lui, le président élu, est en Gambie. Il y a quelque chose de profondément douloureux dans cette équation. Ces hommes ont cru en quelque chose. Ils ont risqué leur liberté pour quelque chose. Et aujourd'hui, la personne au nom de laquelle ils ont risqué cette liberté ne semble pas porter leur cause. Peut-on parler de sacrifice sans reconnaissance? Peut-on parler de combat politique sans solidarité minimale envers les combattants tombés? Partie 4. Analyse satirique approfondie. Permettez-moi maintenant d'enfiler la tenue du commentateur camerounais. Celle qui regarde les choses en face, qui dit ce que tout le monde pense, et qui n'a pas peur d'appeler le poulet par son nom. Ce que nous voyons ici, mes chers compatriotes, c'est le grand théâtre de la politique africaine dans toute sa splendeur. Il y a un script qui se répète, de pays en pays, de génération en génération. Et il se déroule toujours en 3 actes. Acte 1, la mobilisation. Quelque chose se passe, une élection contestée, une répression, une injustice criante. Immédiatement, les acteurs entrent en scène. Les avocats sortent leurs robes. Les militants haussent le ton. Les porte-paroles prennent le micro. Les organisations envoient des communiqués. C'est bruyant, c'est visible, c'est émotionnel. Les caméras tournent. Les financements arrivent. Acte 2, l'essoufflement. Les semaines passent. Les mois passent. L'actualité passe à autre chose. Les caméras se détournent. Les financements ralentissent. Et progressivement, silencieusement, les acteurs commencent à partir. Vers d'autres causes. Vers d'autres podiums. Vers d'autres billets d'avion. Acte 3, le silence. Il ne reste plus que ceux qui sont derrière les barreaux. Eux, ils ne peuvent pas partir. Eux, ils ne peuvent pas choisir une autre actualité. Ils sont là, dans leurs cellules, avec leurs dossiers qui dorment, leurs avocats absents, et la mémoire de ceux qui leur avaient promis monts et merveilles. C'est le cycle. Et il s'est encore répété. Mais ce qui est particulièrement savoureux dans cette histoire, c'est le niveau d'ironie que la situation atteint. Issa Chiroma Bakary se désigne lui-même ou est désigné par ses partisans comme président élu. C'est-à-dire que sa légitimité repose entièrement sur cette élection du 12 octobre 2025. Et ce sont précisément les gens qui ont contribué à construire cette légitimité, qui se sont levés pour la défendre, qui ont été arrêtés pour elle, qui lui disent aujourd'hui, « Tu nous as abandonnés ». Voilà quelqu'un dont la prétention au pouvoir repose sur le sacrifice d'autres, et qui semble avoir décidé que ce sacrifice n'était plus son affaire. Si demain Issa Chiroma Bakary devait plaider sa cause devant l'histoire, quel serait son argument? J'étais en Gambie pour des raisons de sécurité? Peut-être. Je travaille de loin pour la libération de tous? Peut-être. Mais ses propres partisans incarcérés ne semblent pas avoir reçu cette note de service. Et Maître Alice Nkom, avocate respectée, figure internationale, symbole de la résistance aux injustices, sa réputation est précisément fondée sur le fait qu'elle n'abandonne pas les causes difficiles. Or voilà que des personnes se réclamant de la même lutte qu'elle dit défendre l'accusent publiquement de les avoir abandonnés. Si ces accusations sont fausses, elle a tout intérêt à répondre publiquement, clairement, avec des preuves de ce qu'elle fait réellement pour ses détenus. Si elles contiennent une part de vérité, alors le silence serait encore plus éloquent que n'importe quel plaidoyer. Parlons maintenant des organisations parasites. Ce terme, utilisé par les détenus eux-mêmes, mérite une réflexion sérieuse. En Afrique, et au Cameroun particulièrement, l'écosystème des organisations de défense des droits humains s'est considérablement développé depuis les années 1990. Avec lui, est apparu un phénomène que certains observateurs n'hésitent pas à appeler la professionnalisation de la souffrance. Des structures dont le modèle économique repose sur l'existence permanente de victimes à défendre, de causes à porter, de financements à capter.
Cela ne signifie pas que toutes ces organisations sont corrompues. Il y en a de sérieuses, de courageuses, qui prennent de vrais risques pour de vraies personnes. Mais cela signifie qu'il existe dans cet écosystème une frange d'acteurs pour qui la cause est moins une mission qu'un marché. Et ce marché a des codes. Il faut être visible au moment de l'émotion. Il faut être présent sur les plateaux de télévision. Il faut envoyer des communiqués percutants. Il faut collecter des fonds auprès de donateurs étrangers. Et ensuite, on verra. La déclaration des prisonniers du 12 octobre 2025 est, dans ce sens, un miroir tendu devant ces pratiques. Il y a quelque chose de symboliquement fort dans le fait que ce soit le collectif du MRC, le parti de Maurice Kamto, lui-même ancien prisonnier politique, qui continue à assurer la défense de ses détenus gratuitement. Ceux qui ont connu les barreaux savent ce que ça signifie de ne pas avoir de soutien. Ceux qui ont souffert de l'abandon ne peuvent pas infliger ce même abandon à d'autres. L'expérience de l'emprisonnement crée une solidarité que les discours politiques ne créent pas toujours. C'est peut-être la leçon la plus profonde de cette histoire. Mais il y a une autre dimension satirique que je ne peux pas ne pas relever, la communication depuis la prison. Ces détenus, enfermés, sans ressources, sans accès direct aux médias, parviennent quand même à faire passer un message qui fait le tour des réseaux sociaux. Ils trouvent un activiste, Paul Chouta, pour relayer leur déclaration. Il rédige un texte structuré, argumenté, signé, daté. Pendant ce temps, ceux qui sont libres, qui ont des bureaux, des équipes, des contacts médiatiques, sont silencieux. Qui communique le mieux? Qui porte le mieux la cause? Les prisonniers eux-mêmes. C'est le monde à l'envers. Et dans ce monde à l'envers, il y a quelque chose qui ressemble à une vérité camerounaise profonde, ceux qui ont le moins à perdre sont souvent ceux qui disent le plus clairement ce qui doit être dit. Maintenant, quelques mots sur Souleymane Tobi. Sa mort ne doit pas passer sous silence. Un homme est décédé en détention. Ces conditions précises de décès ne sont pas encore pleinement documentées dans les sources disponibles. Mais le fait même qu'il soit mort en prison, et que personne parmi ses défenseurs supposés n'ait jugé utile de dire publiquement son nom, c'est en soi une forme de violence. Quand un prisonnier meurt, c'est un moment de vérité. C'est le moment où l'on voit qui était vraiment là. Et dans ce moment de vérité, selon la déclaration des prisonniers eux-mêmes, beaucoup se sont révélés absents. Retenons son nom. Souleymane Tobi. Prison centrale de Kondangui. Samedi 6 juin 2026. Conclusion. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? D'un côté, des hommes derrière des barreaux qui disent avoir tout donné pour une cause et avoir été abandonnés par ceux au nom de qui ils ont tout donné. De l'autre, des figures publiques, un président élu en exil, une avocate voyageuse, des collectifs bruyants au silence assourdissant qui n'ont pas encore répondu publiquement à ces accusations. Et au milieu, un seul collectif qui continue à travailler. Gratuitement. Discrètement. Celui du MRC. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que la politique de la rue et la politique des palais ne parlent pas le même langage. Les gens qui risquent leur liberté pour une cause espèrent que ceux qui les ont appelés à cette cause resteront à leur côté dans la nuit qui suit. Mais trop souvent, la nuit venue, les voix s'éteignent, les portes se ferment, et ceux qui sont dans le noir restent seuls. Il y a une demande claire dans cette déclaration. Elle tient en une phrase, la plus directe de tout le texte, ils doivent publiquement assumer qu'ils nous ont abandonnés. À défaut, ils doivent copier ce que les avocats du MRC font gratuitement pour nous. Ce n'est pas une attaque. C'est une mise en demeure. C'est un appel au minimum de cohérence entre les discours et les actes. Maintenant, la question que vous devez vous poser, vous qui regardez cette vidéo depuis votre téléphone, depuis votre salon, depuis votre bureau, c'est celle-ci. Quand vous soutenez une cause, quand vous levez la main, quand vous signez une pétition, quand vous envoyez un don, savoir si ceux qui reçoivent votre soutien le font vraiment parvenir à ceux qui en ont besoin, est-ce que vous vérifiez? Et si ces hommes de Ngoma vous regardaient en ce moment même, que leur diriez-vous? Likez cette vidéo si vous pensez que ces prisonniers méritent d'être entendus. Partagez-la pour que leur voix aille plus loin que les murs de leur cellule. Et commentez, pensez-vous que les acteurs mis en cause doivent répondre publiquement? Nous, on sera là pour suivre la suite.